C'est Farim sur Radio J, des conversations avec des écrivains, comme on dit ici, engagés, forcément engagés sur Radio J. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand intellectuel juif français du XXe siècle, à la faveur d'une remarquable biographie du philosophe et musicologue, biographie signée François Schwab, et qui s'intitule Vladimir Jankélévitch, le charme irrésistible du je ne sais quoi. C'est paru chez Albin Michel. Bonjour François Schwab. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Et merci d'avoir accepté justement notre invitation. Vous êtes l'une, sinon, la meilleure spécialiste de Vladimir Jankélévitch. Vous allez dire non, mais c'est normal. Non. C'est nous qui le disons. Merci. Et vous avez d'ailleurs été une amie proche justement de Jankélévitch et de la famille de Jankélévitch. Alors je dis justement sur la photo de la couverture du livre, oui. On le voit, c'est un très beau portrait photographique de Vladimir Jankélévitch dans une émission qui est rentrée dans l'histoire. Oui. C'est la fameuse émission de Bernard Pivot, Apostrophe. Ouais, on voit ce visage. Alors vous avez été plus qu'une, si j'ose dire, une disciple, vous avez été une amie. Bien sûr. Oui, parce que je n'étais pas philosophe de formation, je faisais des études d'histoire et j'ai eu la chance de le rencontrer très très jeune. Peut-être a-t-il été touché de voir qu'une étudiante en histoire était proche de sa pensée et de sa philosophie. Il m'a très gentiment invité dans sa demeure, et sa femme et sa petite fille à l'époque avaient 9 ans d'ailleurs, et je suis devenue un petit peu une familière du quai aux Fleurs où il habitait, qui est une demeure un peu tout à fait enchantée et qui était un endroit extraordinaire où se retrouvaient non pas les philosophes parce que ce n'était pas sa tasse de thé, mais les compositeurs ou les interprètes pour jouer du piano après le thé qui était sacro-saint à 5h du soir. C'était une personnalité, on peut dire, lumineuse. Tout à fait. Jankélévitch, on va y revenir dans quelques instants. Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, il fut ce professeur, ce philosophe qui a laissé une empreinte ineffaçable, autant pour sa personne chaleureuse, lumineuse, que pour son enseignement et la vie qui coule dans ses livres. Je suis un philosophe oral, disait-il. Son bonheur d'enseigner était communicatif. Alors je vous propose à nos auditeurs d'écouter justement ce style oral. Et le style c'est l'homme, évidemment. On va écouter un extrait. Il parle tout simplement en philosophie du bonheur. Le bonheur est capricieux, vous savez, il est comme l'amour. Il vient au moment où s'y attendait le moins. Il vaut mieux avoir de l'argent que ne pas en avoir. Il vaut mieux pouvoir voyager que ne pas pouvoir voyager. Il vaut mieux pouvoir aller au théâtre et au concert que d'en être privé. Mais une fois que vous réunissez toutes ces conditions et que vous avez énormément d'argent pour faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous plaît, eh bien vous sentez subitement un grand désert en vous. Une grande solitude, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il y a tant de milliardaires qui s'ennuient. Nous les envions, mais eux, ils s'ennuient, quelquefois ils se suicident tellement ils s'ennuient. Ils sont au comble de leurs vœux et ils ne sont pas heureux. Alors qu'est-ce qu'il leur faut pour être heureux? Qu'est-ce qu'il leur faut? Eh bien, il leur faut probablement un peu d'insouciance, d'innocence, un retour à l'innocence. Et si je suis heureux, et je m'en aperçois même pas, car le véritable bonheur est inconscient de soi. Si je me dis, est-ce que je suis heureux? Oh, comme je suis heureux, non, Dieu, est-ce que je suis heureux? Alors, il est temps de se méfier. Ça veut donc dire que mon bonheur est précaire, qui va se dissiper, n'est-ce pas? Qu'il est fragile, qu'il est à la merci des circonstances. Quand je suis vraiment heureux, je n'en sais rien. Le bonheur est naturellement innocent. Voilà, c'est la voix inimitable, on va dire Françoise Schwab de Vladimir Jankélévitch. Ça va vite, le ton. Oui, justement, je crois que cette voix, ce rythme saccadé, haletant, reflétait l'impatience qu'il avait de dire, l'impatience de parler, de communiquer. Il courait plutôt qu'il ne marchait, et il parlait d'une voix de virtuose, très rapidement. Et ce rythme-là, cette manière de parler reflète aussi sa pensée, je pense. C'est une pensée en marche. Sa façon de jouer du piano. Voilà, exactement. C'est une pensée en marche, une pensée non statifiée, une pensée qui vient vers vous par évidemment le truchement de la parole. Et cette pensée-là, elle reflète bien l'homme. Il était tout entier dans sa pensée, dans sa démarche qui courait vers ses élèves dont il disait « Je me trouve au milieu de 500 amis intimes », par manière ironique de dire. Eh bien, tout cela reflète bien cette personnalité chatoyante et chaleureuse et très proche des étudiants et de ceux qui voulaient bien s'approcher de lui.
Alors votre parce qu'il était timide. Biographie, je l'appelle comme ça, mais vous allez peut-être me corriger. Elle est passionnante parce qu'elle mêle un petit peu à la fois l'histoire et il s'est quand même collé à cette histoire du XXe siècle la plus dure. On va y revenir dans quelques instants. Oui. Et en même temps, c'est pas tout à fait la biographie, c'est ça? C'est-à-dire que relate les moindres faits du grand homme. Voilà, c'est plutôt. Je me suis attachée plutôt à définir et à prendre les moments de sa vie qui ont un rapport avec son œuvre. Et non point à raconter une histoire événementielle de sa vie. Mais les moments importants de sa vie, sa jeunesse, ses études formatrices, son amitié avec Bergson et ses maîtres, la guerre évidemment, puis tous les problèmes ensuite afférents à celle-ci et la manière dont il les a traités dans le pardon, ou plutôt le non-pardon, la possibilité du pardon le concernant. C'est grand texte sur le pardon. Bien sûr, on ne peut pas comprendre sa pensée d'après-guerre si on ne sait pas la place qu'il a faite à la notion de pardon, et aussi bien dans un livre philosophique sur le pardon que dans un petit livre qui s'appelle « Pardonner » où il explique les raisons pour lesquelles lui, dans ce cas-là, et dans le cas du génocide, ne peut pas pardonner. François Schwab, on va revenir sur cette notion importante de l'œuvre et de l'histoire et de la vie de Vladimir Jankélévitch. Alors Vladimir Jankélévitch, d'abord il faut passer par le commencement de Bereshit. Il est né en 1903, il est mort en 85 à l'âge de 82 ans. Je le disais, c'est un philosophe, mais aussi, et on va y revenir dans quelques instants, c'est un musicologue français très, très célèbre, mais peut-être parler... il n'est pas venu de rien, si j'ose dire, parce qu'il est le fils de grands intellectuels juifs ashkénazes. Son père était un médecin, mais un médecin qui était un traducteur de très haut niveau. Exactement, c'était un humaniste lettré. Il traduisait de 7 langues, ou 6 langues à peu près, que ce soit évidemment du russe, de l'allemand, de l'italien, d'où son amitié avec Benedetto Croce, de l'anglais. Il a traduit Walter Pater, bien sûr les textes importants de Schelling et de Hegel. L'autre jour, j'ai trouvé par hasard, en allant parler à Lyon, une biographie de Samuel Jankélévitch, donc le père médecin, sur l'histoire du peuple juif de Simon Dubnow, que j'ai trouvé toute exactement traduite par Samuel Jankélévitch. Et en fait, pour revenir tout à fait aux origines, il est venu faire médecine à Montpellier où il a rencontré son épouse qui faisait médecine aussi. Ils venaient de Russie et puis ils ne sont pas, en raison des pogroms, ils ne sont pas retournés en Russie et ils se sont installés dans le Berry. Il disait je suis berrichon. Je suis berrichon, au confin de la Sologne. Et là, son père a eu un cabinet de médecine et a exercé jusque vers les années, à mon avis, juste avant la guerre, où ils sont venus à Paris, habitant rue de Rennes, pour que les enfants fassent leurs études à Paris. Ce qu'ils ont fait, brillamment. La fille aînée, Ida, était premier prix de conservatoire et pianiste. Et voilà ce que dit, vous le dites dans le livre, ce que dit justement son fils sur ce père, Samuel Jankélévitch. Mon père n'est pas dans le cimetière où il est enterré, il est plutôt à sa table de travail, dans les livres qu'il m'a laissés, dans la pensée qu'il m'a léguée. Il y a dans ces choses-là, mais il n'est pas dans le cimetière. Dans le cimetière, il n'y a rien. Oui, pour lui, il n'était pas un penseur religieux. Par contre, la vie de son père et son exemple et la manière dont parce qu'il était Totorino, mais il s'intéressait à tous les phénomènes évidemment médicaux de l'époque. Et il lui a laissé beaucoup de documents, enfin, il lui a laissé des documents sur la mort. Et son livre sur la mort, il l'a toujours dit, a été inspiré tout à fait par son père. Et il allait le voir tous les jours. Il y avait une amitié entre eux indéfectible. Et c'était beau de les voir s'inspirer l'un l'autre. Ah, c'est magnifique. Voilà. Alors on peut dire de Vladimir Jankélévitch, qui était finalement à découvrir, à connaître peut-être aujourd'hui, alors qu'il a été un très grand intellectuel avant-guerre. C'est le premier de la classe. Il était toujours très fort, très brillant, dans tous les domaines. En musique, comme vous l'avez dit, puisqu'il avait une tante russe qui, tout petit dans le Berry, lui a donné les premiers rudiments de musique. Et puis il a appris tout seul, d'ailleurs, en regardant par-dessus l'épaule de sa sœur, il s'est mis à jouer et ensuite évidemment le piano ne l'a plus quitté et c'était la deuxième partie de sa vie, la musique, la philosophie. Il a réussi tous ses examens brillamment, ses thèses très jeunes, même pas 30 ans.
surtout le plus important de son amitié avec Bergson, est né un livre sur Bergson en 1930, il a 27 ans, et que Bergson admire ce livre. Bergson qui est la star des philosophes dans le monde entier à l'époque. Voilà, à l'époque, il admire ce livre. Il y a une correspondance entre tous les deux qui se trouve dans les cahiers de Lerne que je viens de publier avec 2 amis. Et on se rend compte que Bergson lui dit j'aimerais vous écrire une préface. Je n'en ai jamais fait dans ma vie, sauf pour William James. Et puis dans une autre lettre, il dit ah non, j'aurais l'air d'être de connivence. Or ce livre, je ne suis pas de connivence avec lui. Et c'était aussi cette correspondance entre ce jeune disciple et son maître. Il ne l'a pas eu comme professeur, mais il l'a rencontré, il s'écrivait, il se voyait, et merveilleuse. Et donc, avant-guerre, il était effectivement le grand philosophe un petit peu très connu. Par contre, la coupure de la guerre, et radié de l'université, 6 ans passés à Toulouse, dans une vie qu'il qualifiait de souterraine, bien sûr, a brisé un peu l'élan. Et sa pensée aussi, il s'en est ressenti. Elle est avant-guerre, c'était un philosophe plutôt idéaliste, vitaliste, la vie. Mais déjà le philosophe de la morale, hein, on peut dire. Oui, tout à fait. Déjà. Sa thèse n'était pas tout à fait sur la morale, c'était sur la philosophie de Schelling. Mais très vite, il écrit La mauvaise conscience et l'ironie ou la bonne conscience, donc des livres évidemment de morale. Avant-guerre, tout est déjà en germe dans ces premiers livres. Par contre, à l'idéalisme que lui a reproché aussi son autre maître, Léon Brunswick, à cet idéalisme s'est un peu infléchi en une pensée de l'action après-guerre, se rendant compte que les puissances des ténèbres n'étaient pas effectivement ce qui pouvait favoriser une réaction lorsqu'on se trouve plongé dans l'horreur de ce qu'a été la guerre. L'horreur de ce qu'a été la guerre, intellectuel engagé, intellectuel résistant aussi. Alors on va, comme le veut la tradition dans cette émission, faire une petite pause, mais qui aurait bien plu, et d'ailleurs il a écrit sur lui, une pause musicale avec justement Gabriel Fauré. On va passer à un morceau de Pavane. Bien sûr. Sépharim, bien sûr, sur Radio J, avec notre invité aujourd'hui, Françoise Schwab. Elle nous revient avec une biographie tout à fait remarquable et passionnante, d'un des intellectuels les plus importants du XXe siècle, Vladimir Jankélévitch, avec le sous-titre de ce livre, Le charme irrésistible du je ne sais quoi. C'est vrai que quand on parle à Jankélévitch sans savoir, c'est toujours cette phrase, je ne sais quoi, et le presque rien. On entendait Gabriel Fauré, la Pavane, cette musique, parce que, et on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord on continue un petit peu l'histoire. On est obligé de parler de Jankélévitch dans cette histoire. C'est fini l'insouciance à partir de 1939. En 40 d'ailleurs, en 39 il a été mobilisé, sous-lieutenant de réserve, et puis là il va être rattrapé par l'identité et l'histoire juive. Il est destitué de la fonction publique en décembre 40. Justement en vertu du statut des Juifs, et là il va rentrer en quelque sorte en résistance. Avec des mots, pas la résistance, il faut bien le préciser, les armes à la main, contrairement à son beau-frère Jean Cassou,
qui a été résistant dans les maquis. Et lui, non, c'est la résistance des mots. Ce sont à Toulouse tous les réseaux dont il faisait partie et qu'il animait, les mouvements pour lesquels il écrivait. Il a écrit justement pendant la guerre aussi un texte qui n'est pas directement lié à la guerre, mais qui est lié au judaïsme, qui s'appelle en 1943 Psychoanalyse de l'antisémitisme, sous son faux nom, Dumez, qui a paru sous le manteau. Et son père étant un traducteur de Freud, voilà, faisait une belle référence. Oui, cela étant, il avait coutume de dire aussi, le goût pour la psychanalyse n'est pas héréditaire, parce que lui n'était pas proche de la psychanalyse, mais là, il a repris le mot exact, psychoanalyse, qu'employait Freud au départ, c'était pas psychanalyse. Et donc, pendant la guerre, tout à fait, il a vécu cette existence souterraine, il a donné des petits cours pour survivre, puisqu'il n'avait plus de son traitement, il donnait des petits cours au Café du Capitole. Quelqu'un a pu dire il a inventé le premier café philo, oui, parce qu'il y avait un étudiant à la porte en bas qui faisait le guet pour assurer la protection, et puis les étudiants qui préparaient au BAFO ou à d'autres examens, évidemment, le rémunéraient de quelque manière que ce soit. Et puis, il a écrit quand même, pendant la guerre, des textes, notamment Le malentendu et le mensonge, et un très joli texte sur le nocturne, que ses élèves qu'il avait lu auparavant au lycée du Parc de Lyon ont édité aux éditions Confluence. Les éditions Confluence avaient été créées par le père de Bertrand Tavernier, Roger, je crois, Tavernier, et ils éditaient à Lyon, qui était un grand centre de résistance, des textes de personnes comme Zankelevitch. Et Zankelevitch a été tellement heureux pendant la guerre, il disait c'est une lueur dans mon souterrain de recevoir les livres édités par Confluence, et notamment le Nocturne en papier broché. Jamais je n'ai été aussi bellement édité, disait-il. Oui, c'est ce que vous racontez dans le livre. Et vous dites d'ailleurs, c'est important, vous écrivez que d'abord, c'est vrai que c'est un résistant de plume, encore qu'on ait retrouvé des armes chez lui pour la résistance. Bien les nazis, dit-il, ne sont des hommes que par hasard, a-t-il dit. Et puis, c'est là où il met une pique à celui qui était déjà la vedette, la grande vedette de la philosophie, Jean-Paul Sartre. Il lui dit que c'était à ce moment-là qu'il fallait s'engager. Faire de la morale, ce n'est pas écrire un cahier pour une morale ou rédiger un traité des vertus, comme il le fera plus tard, mais distribuer justement au péril de sa vie des tracts. Bien sûr. Ça. Il a mis une pique à un Sartre. Peut-être. Il a dit cette phrase, on ne conjugue pas le verbe s'engager à tous les temps. Il ne s'agit pas de conjuguer le verbe s'engager à tous les temps, mais d'agir. Et j'en reviens donc à sa philosophie, donc, qui est importante, et qui est complètement... Il écrit, alors oui, ce qu'il faut bien préciser, c'est que pendant la guerre, il écrit le traité des vertus. Il l'avait commencé auparavant, et il se promenait avec son manuscrit sous le bras, et comme l'a souligné sa nièce à l'époque, c'était le fait d'un humoriste d'écrire sur un traité des vertus au moment le pire moment de sa vie. Mais justement, dans ce traité des vertus, parlant de morale et de l'intention morale et de la manière dont l'homme peut se débrouiller avec cet écheveau de sentiments contraires, il explique que l'action... c'est pas une démonstration, c'est toujours par progression, qu'au fond, toutes les vertus doivent être fondées et commandées par la pureté du cœur, l'innocence et l'intention morale, et que progressivement, le courage, la fidélité, la sincérité, toutes ces choses en découlent, et nous amène au grand mot, le devoir faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le bien. Et pour faire le bien, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut commencer. Et tout ce traité des vertus engage, alors à ce moment-là, pas la première mouture du traité, mais la deuxième, sa pensée dans une philosophie de l'action agissante, de l'action pour combattre le mal, ou pour que l'homme soit toujours en prise avec les choses importantes de sa vie, que ce ne soit pas uniquement des paroles. Il faut aussi mettre l'action au bout des paroles. Il faut que la liberté il faut que le refus. Ça commence par le refus, dire non au moment de la résistance, le refus, dire non, et après avoir prononcé cette parole, se mettre en marche pour agir. C'est ce qu'il disait, les résistants ont agi dans la nuit. Et bien sûr, après, il ne s'agit pas de s'installer dans cette vie, ils reprendront le cours d'une existence
plus tard, mais pour le moment, peu importe les compromissions qu'il va falloir supporter, l'important c'est d'agir. Ouais, c'est d'agir. Il agissait par l'écrit, par la parole. Alors, on aurait tellement de choses à raconter dans le cadre de cette émission qui est sans doute trop courte. Il a fait partie de ce renouveau aussi de la pensée juive française, avec le fameux colloque des intellectuels juifs de langue française. Mais je voudrais quand même qu'on dise, on est sur Radio J, Vladimir Jankélévitch, c'était quelqu'un qui a eu une pensée, un regard, une action vers l'État d'Israël qui venait de naître après la Shoah. Tout à fait, tout à fait. En premier lieu, il faut quand même préciser qu'il n'était absolument pas religieux et que au fond, ce regard sur le judaïsme qu'il a posé est dû à la guerre. Et comme beaucoup le judaïsme s'est révélé à ces juifs de dormante mémoire, comme on pouvait dire. Et après-guerre, ce judaïsme s'est révélé. Il a donné beaucoup de conférences au colloque des intellectuels juifs. Elles sont rassemblées donc dans un volume qui s'appelle La conscience juive. Et dans ces interventions, il y a une intervention qui s'appelle Israël, un État comme les autres. Mmh. Et là, il précise son rapport avec Israël et il explique que lui, juif de la diaspora, pense que effectivement, par moments, on a mauvaise conscience de ne pas y être, de ne pas être là-bas, mais que les Juifs de la diaspora fécondent aussi l'État d'Israël par une oscillation féconde entre Israël et la diaspora, et que les deux, ce sont c'est l'interaction de ces deux pôles qui donne à Israël aussi la force d'exister. Et il était très proche d'Israël, tout en n'étant pas inconditionnel. Jamais. Il est allé en Israël. Un peu comme Emmanuel Lévinas. Exactement, exactement. Ce sont des penseurs proches, à la différence qu'Emmanuel Lévinas était religieux. Vraiment d'obédience religieuse. Et Jankélévitch, pas du tout, bien sûr. Mais par contre, il a eu à cœur aussi de montrer en quoi l'être juif, sa judéité, en quoi ce phénomène-là irriguait toute sa vie, finalement, toute une vie. Le fait d'être juif, disait-il, ne s'efface ni par la naturalisation, ni par la conversion. Ah, c'est joliment dit Vladimir Jankélévitch, le charme irrésistible du je ne sais quoi. Cette biographie, Françoise Schwab, qui est notre invitée sur Radio J, on va dire quand même un mot d'un concept important, d'une idée fondamentale. Quand on parle de Jankélévitch, on parle du pardon, la nécessité du pardon, mais aussi l'impossibilité parfois du pardon, c'est-à-dire cette fameuse imprescriptibilité des crimes nazis notamment. L'imprescriptibilité des crimes de guerre contre l'humanité, exactement, qui a été votée, c'est une loi qui avait été votée en 65, il a écrit un article sur l'imprescriptible à cette époque, et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que depuis l'époque de la guerre, c'est-à-dire son retour en France, à Paris, jusqu'à 65, il n'a cessé d'écrire dans des revues et de participer à des commémorations pour ne pas oublier. C'est le philosophe du non-oubli. Parler, il disait pour les survivants, parler est impossible. Parler est difficile, se taire est impossible. Mais effectivement, dans son cas personnel, il y a le philosophe du pardon qui écrit un livre sur le pardon de philosophie, et il y a l'homme personnel, l'homme lui-même qui a décidé, lui, que dans ce cas du génocide, il ne pourrait jamais pardonner. Il en a expliqué les raisons juridiques, personnelles. Pourquoi je pardonnerais à la place de quelqu'un d'autre, des petits-enfants assassinés? Nous ont-ils demandé pardon? Ce crime est un crime métaphysique. Ils ont voulu annuler tout un genre humain. Ils n'ont pas tué des gens du fait de ce qu'ils faisaient, mais pour leur être, pour leur être pur. Et donc c'est vraiment l'acception pure du génocide. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu. Sa pensée est reprise aujourd'hui. J'ai vu récemment un procès, notamment des attentats terribles de Nice, où un des avocats des parties civiles avait justement expliqué la théorie, le concept de l'imprescriptibilité des crimes. Alors comme le temps nous est compté, on va passer à un petit extrait justement de la voix fameuse de Vladimir Jankélévitch, et on le commente tout de suite après. C'est mieux de l'entendre
dénominateur de la philosophie et de la musique, c'est la temporalité. La musique est temporelle, c'est un art du temps. C'est un art du temps, qui se développe dans le temps, et qui a en commun avec la métaphysique, la philosophie, de porter sur des riens, d'être inconsistante, impalpable, comme une bulle de savon, de n'exister presque pas. Car la musique, c'est quelque chose qui n'existe presque pas. Ce qui est dans le temps est insaisissable, et qui est deux fois dans le temps. D'une part, parce que la musique s'écoule dans le temps, et que par conséquent elle est évasive, comme tout ce qui dure un certain temps. Et d'autre part, pour une autre raison, également temporelle, c'est qu'elle est liée à un événement passager, mais inoubliable, qui est le concert. Souvent, on se rappelle une chose merveilleuse qu'on a entendue il y a 20 ans, par un pianiste prestigieux, on se le rappelle à peine, et puis jamais on ne l'a réentendu. Et pour le réentendre, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup chercher. Donc la musique se cache. Elle se cache parce qu'elle est temporelle, et que tout ce qui est temporel vit d'une existence précaire, fragile. Vladimir Jankélévitch, le rapport entre la philosophie et la musique. On va terminer avec vous, avec cette question. Vous allez nous révéler le secret de ce fameux je ne sais quoi ou presque rien, qui fait le titre de votre livre, Françoise Schwab, le charme irrésistible du je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut définir ça en quelques mots ? Non, justement, on ne peut pas le définir. Il ne l'a jamais défini, mais c'est la raison pour laquelle ça s'appelle le je ne sais quoi. Alors il le trouve effectivement dans le charme en musique, dans le charme philosophique, dans la rencontre, dans l'occasion bienheureuse, dans tout. Je ne sais quoi, c'est aussi la manière de s'emparer d'une notion, de penser cette notion jusqu'au moment où on ne peut pas l'expliquer. Et à ce moment-là, on se heurte à la barrière de l'infranchissable parce que le langage des mots est trop faible, et à ce moment-là, c'est le je ne sais quoi qui apparaît, il reste un résidu. Et ce résidu qu'on ne peut jamais expliquer, c'est le je ne sais quoi, c'est le charme, c'est tout ce qui tient à la beauté de la vie, dans la musique, dans la joie, dans une pensée acérée comme la sienne. Tout ça, c'est un je ne sais quoi. Merci beaucoup Françoise Schwab d'avoir été notre invitée. Je vais rappeler à nos auditeurs cette biographie passionnante. Vladimir Jankélévitch, le charme irrésistible du je ne sais quoi, paru aux éditions Albin Michel. Ça nous donne envie de connaître un peu mieux sa pensée, sa vie, de relire tout simplement, ou de lire Jankélévitch. Je l'espère. Merci, à très bientôt. Merci à vous.